Pour moi, One Piece, c'est déjà une œuvre politique. La preuve, c'est justement son succès. Qui aborde l'esclavage, la Absolument. liberté. Clairement, et de manière explicite. Ce sont les thèmes principaux, tu viens de les donner. L'esclavage, la colonisation, la libération anticoloniale contre l'esclavage. Tout y est, en fait. Ils mettent la question de l'abaya dans le débat public au moment où on pose aussi des questions aussi sociales, économiques. Alors, voilà, il y a les deux. Il y a une stratégie qui consiste à jouer la diversion, ça c'est vrai. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi, dans le système, comment on va aller mobiliser en fait, des préjugés, des représentations qui visent à continuer à discriminer alors, les musulmans, puisqu'on parle de laïcité en fait, en réalité d'islamophobie. Mais alors ces musulmans en question, ils sont plutôt des personnes qui sont de classe ouvrière. Et elles subissent vraiment des violences et des discriminations. Elles ne servent pas juste d'épouvantail pour faire diversion par rapport aux vraies questions sociales. La question de l'islamophobie, c'est aussi une question sociale qui se traduit par une dégradation des conditions matérielles d'existence. Tu as parlé de l'abaya. L'abaya, oui, ça va viser des élèves qu'on va stigmatiser, qu'on va harceler, qu'on va traumatiser. Ça aura des conséquences sur leur travail, leur scolarité, sur leur orientation, sur le métier qu'elles pourraient exercer ou pas. C'est aussi une question sociale en réalité, l'islamophobie. Fatima Ouassak, bonjour. Bonjour. Je suis très content de te recevoir. Tu es politologue, cofondatrice du Front de Mer, premier syndicat de parents d'élèves de quartiers populaires, et de Verdragon, première maison de l'écologie populaire en France à Bagnolet. Tu as publié 3 ouvrages, dont 2 aux éditions La Découverte, pour une écologie pirate, qui était le second, La puissance des mers, le premier, et plus récemment, tu as publié aux éditions JC Lattès, Rue du Passage. Et donc, je te reçois pour ces 3 ouvrages. Avant d'aller plus en profondeur sur ces sujets que tu abordes dans tes ouvrages, je te propose qu'on revienne sur l'origine de ton engagement, sur la trajectoire militante du développement de l'association Front de Mer, puis de Verdragon. Dans ton premier livre, La puissance des mers, tu expliques que c'est la maternité qui a produit un bouleversement dans tes combats militants. Tu reviens notamment sur les différentes formes de violence que les femmes et enfants immigrés à l'hôpital, dans les crèches, subissent. Est-ce que tu peux revenir là-dessus, sur justement cette origine de ton engagement ? Alors oui, c'est l'origine d'un engagement en tant que mère, engagée, militante, mais c'est pas cette maternité, c'est pas c'est pas l'élément déclencheur. C'est pas, voilà, exactement. Je suis pas devenue militante parce que je suis devenue mère, en fait. Tu vois, j'ai commencé à militer bien avant d'être mère. J'ai commencé à réfléchir aux questions liées à l'immigration, au quartier populaire, liées au racisme structurel bien avant d'être mère. Mais simplement, au moment de devenir mère, ce qui a changé, c'est les raisons de la lutte et les modalités de la lutte. Tu vois, les raisons, voilà, c'est pourquoi on se bat. C'est pas la même chose de se battre pour soi, pour une communauté, pour un ensemble, et de se battre pour son enfant, notamment. Et puis les modalités, quand on se bat, ça c'est mon expérience en tout cas, mais quand on n'a pas d'enfant, c'est un peu se battre pour se battre, la lutte pour la lutte. Bon, quand on a des enfants, et que cette lutte elle est liée au sort des enfants, on se bat pour que tout de suite, là, aujourd'hui, les conditions matérielles de l'enfant changent. Donc, sur les modalités, voilà, il y a peut-être un propos et quelque chose de moins radical, peut-être moins révolutionnaire dans la forme, parce qu'il faut des résultats et des solutions et des victoires à très court terme, en fait, tant que l'enfant est enfant, quoi. Donc, voilà un peu ce qui a changé, en fait, au moment de devenir mère. Ouais, ton engagement, il a commencé beaucoup plus tôt. Oui, ça, c'est sûr. Ouais. Tu vois, c'est-à-dire qu'il y a en fait, en réalité, ce que je pensais, ce que j'analysais, ce que je faisais avant de devenir mère, c'est grosso modo la même chose qu'aujourd'hui. Il n'y a pas grand-chose qui a changé dans la réflexion et dans le faire. C'est vraiment ça, c'est vraiment la perspective et puis l'urgence, en fait. Voilà, c'est ça qui a changé. Et je pense que c'est le cas de beaucoup de parents. Justement, tu parles des modalités, du fait que ça change au niveau quand on a un enfant. Et là, en fait, ça me vient, quand j'ai lu La puissance des mers, et c'est ce que tu évoques au début, il y a énormément de moments historiques que tu abordes au début, qui concernent les violences policières notamment. L'année dernière, il y a eu la mort de Naël. Plus récemment, il y a eu la mort de Wanis. En quoi l'organisation collective des mères, justement, peut être un moyen de reconquérir le pouvoir et les territoires qui sont dès l'enfance, dès la naissance de l'enfant confisqué, en fait. Oui, c'est du pouvoir, c'est effectivement du territoire, confisqué au sens où on ne laisse pas les enfants et les jeunes des quartiers populaires vivre leur vie.
Voilà, circuler librement, avoir des espaces de solidarité, d'amitié, de joie. Voilà, on ne les laisse pas tranquilles, en fait, les enfants des quartiers populaires. Ils ne se laissent pas faire, les jeunes en particulier, parce que tu as évoqué la mort de Naël l'année dernière, le 27 juin donc 2023. Ils ne se laissent pas faire. C'est-à-dire qu'un des leurs a été abattu cruellement, exécuté cruellement. Il y a eu un soulèvement de la part des jeunes, qui étaient même parfois encore plus jeunes que Naël. Voilà, ils se sont soulevés. Une manière de dire... c'est pas possible. Ouais, on ne peut pas accepter qu'on tue ainsi un des nôtres. Voilà, et on ne l'acceptera pas. Et on va montrer qu'on ne l'accepte pas. On va exprimer cette colère. Et donc les jeunes ont fait leur part, en quelque sorte. Quid des parents? Voilà, quid des parents dans les quartiers populaires? À quel moment les parents disent, avec leurs moyens, alors évidemment, c'est pas en brûlant des poubelles, c'est pas en pillant en centre-ville. On a d'autres manières de s'organiser politiquement et de s'exprimer politiquement lorsqu'on est adulte. On peut voter, on peut s'organiser, etc. Il y a différentes modalités. Qu'ont fait les adultes des quartiers populaires, qu'ont fait les parents des quartiers populaires, en quoi ils ont exprimé collectivement, eux et elles aussi, en fait, le fait ce refus, en fait, de voir les enfants des quartiers populaires ainsi traités. Il n'y a pas eu depuis l'année dernière, en réalité. Il y a très peu. Il y a, de manière assez classique dans les quartiers populaires, des maires d'ailleurs, c'est pas les parents, c'est plutôt les maires, qui s'organisent, qui organisent le tissu associatif, notamment la solidarité, les maraudes, etc., le soutien scolaire, tout ce qui concerne l'éducation, l'école. Ça, il continue à y avoir, et heureusement qu'il y a ces parents, ces maires dans les quartiers populaires, sinon franchement, il n'y aurait pas grand-chose dans les quartiers aujourd'hui, en France. Mais il n'y a pas d'organisation politique massive pour dire, voilà, ce qui s'est passé ce 27 juin, ça se passe régulièrement. C'est pas la première fois, il se trouve que là, ça a été filmé. Mais ce qui s'est passé ce 27 juin, et la cagnotte, et le soutien de l'État français aux policiers, etc., c'est inadmissible. On ne l'accepte pas. On va s'organiser pour que ça ne se reproduise pas. Il n'y a pas encore ça, en fait. Il y a des balbutiements, encore une fois. Il y a quelque chose... Oui, alors moi, j'ai parlé des folles de la place Vendôme, notamment. Oui, pour dire il y a déjà quelque chose. Il y a un terreau favorable à l'organisation des maires des quartiers populaires. Donc, ces femmes qui se sont organisées dans les années 80, donc en 84 précisément, ça a duré 2 ans, jusqu'en 86. Ces femmes qui ont vu leur enfant être là aussi tué, donc soit par la police, soit par des voisins racistes. Ce sont ces crimes policiers et sécuritaires à l'époque, parce qu'il y avait beaucoup aussi de crimes racistes, non pas de la part simplement des forces de l'ordre, mais aussi des voisins, qui avaient à l'époque la possibilité d'acheter une carabine, par exemple. Ça, ce qui ne change pas, c'est la mise sous silence, en fait, à chaque fois. Ouais, alors... Ce qui change déjà, c'est qu'on ne puisse plus aujourd'hui acheter des fusils. Ouais. Et ça, c'est grâce à elles notamment. Ça, il faut le dire. Elles se sont battues. Elles se sont battues, déjà, il faut le dire. Elles se sont organisées en tant que mères, comme sujet politique des quartiers populaires. Elles l'ont dit. C'est pas moi, aujourd'hui, qui en fait l'analyse. Elles, quand elles prenaient la parole, collectivement, elles disaient, voilà, nous, on est là en tant que mère. On n'est pas là pour notre enfant, pour notre fils. Lui, il est mort. On est là pour vos fils, pour vos enfants. Et c'est pour eux qu'on s'organise. Donc, il y avait vraiment cette dimension politique très forte. Et évidemment, elles ont été harcelées, elles ont été épuisées, mais elles ont quand même obtenu des choses. Et notamment, oui, cette impossibilité d'acheter tranquillement, quand on va faire ses courses, un fusil, quoi. Et donc, voilà, ça, c'est une victoire qu'elles ont, elles, amenée. Mais si je parle d'elles, c'est pour dire qu'en fait, il y a quelque chose, en fait, on va pas partir de rien, en fait, avec cette organisation des parents et des mères, en particulier des quartiers populaires, et cette organisation notamment contre les violences policières et contre le racisme structurel. Il y a déjà une histoire, en fait, de l'immigration et des quartiers populaires qui est porteuse. Mais bon, il faut passer la deuxième, quoi. Quand on voit, encore une fois, il faut quand même qu'on puisse faire le constat que depuis l'année dernière, il n'y a pas eu de soulèvement autre que ce soulèvement fragile des jeunes. Qui a duré qu'une semaine en plus. Et il s'agit des plus vulnérables. Il s'agit de gamins de 13, 14, 15 ans qui ont été condamnés à de la prison ferme pour le vol d'une paire de baskets, pour le soupçon de vol d'une paire de baskets. Il y a eu plus de 2000 condamnations. C'est-à-dire que
y a eu plus de condamnations sur cette semaine, sur ces 6 jours après la mort de Naël, que pendant toute la période des Gilets jaunes, qui a duré, je crois, 1 an et demi. Ouais. Donc c'est dire que la répression, elle a été féroce. Et donc les risques qu'ont pris ces gamins. Donc voilà. Alors moi, je dis pas qu'ils ont eu raison de le faire d'ailleurs. Hein. Moi, j'insiste sur le fait que plus les adultes des quartiers populaires, plus les parents des quartiers populaires se mobiliseront politiquement, avec les modalités qu'on connaît, encore une fois, le vote, l'action syndicale, l'action politique autonome, etc., plus ces parents se mobiliseront et moins leurs enfants auront à le faire. Et donc voilà, c'est comment nous aussi on prend notre part de responsabilité pour que nos enfants soient plus abattus de la sorte, quoi. Mais est-ce que aussi, ce qui démobilise pas, en fait, il y a une question qui me vient, c'est, tu sais, les discours qu'on entend régulièrement de la part du gouvernement qui dit ah, regardez la responsabilité des parents, ils ne font rien, etc. Enfin, ça aussi, ça peut démobiliser. Oui, alors c'est ce que j'appelle dans la puissance des mères, effectivement, c'est ce que j'ai qualifié d'injonction paradoxale. C'est-à-dire que d'un côté, on va considérer que les parents des quartiers populaires sont trop envahissants. Et ce qu'on va pointer du doigt souvent, c'est leur communautarisme, leur obscurantisme, leur islamisme, pour dire, voilà, ils prennent trop de place dans la vie de leurs enfants. Ils leur imposent l'islam, ils leur imposent leur culture, leurs coutumes, etc. Donc, et tout ça est dénigré et diabolisé, etc. Donc voilà, on parle de parents envahissants. Et dans le même temps, d'où l'injonction paradoxale, dans le même temps, on va parler de parents démissionnaires, laxistes, qui ne s'occupent pas de leurs enfants, qui laissent traîner leurs fils, qui ne le tiennent pas suffisamment en laisse au sein des appartements. Et alors, non seulement il faut dire, faut qualifier ces injonctions paradoxales, mais il faut aussi dire qu'elles ont une fonction. Ce n'est pas juste des injonctions paradoxales où on ne comprend plus rien. Bah, qu'est-ce que vous attendez de nous, du coup? D'être plus présent ou moins présent? Non, ça a une fonction, c'est que ça vient chercher la résignation, effectivement, l'impuissance politique. C'est ça la fonction de l'injonction paradoxale, c'est ne plus savoir comment on s'appelle, ne plus savoir voilà, sur quel pied danser, en quelque sorte. Et c'est vrai que l'État français produit beaucoup de ces injonctions paradoxales dès lors qu'il s'agit de les adresser aux parents et aux jeunes des quartiers populaires. Ouais. Alors, pardon, mais ça ne veut pas dire qu'on ne fait rien. Ouais. Alors, il y a des injonctions paradoxales. Moi, ce que j'ai essayé de montrer dans La puissance des mères, c'est que ça n'empêche pas les parents des quartiers populaires de s'organiser autour du sort de leurs enfants. En réalité, quand tu regardes bien dans les quartiers populaires, la principale raison pour laquelle les gens se bougent, se mobilisent, agissent, c'est par rapport aux enfants. C'est toujours des questions avec l'école, l'alimentation, la circulation dans l'espace, etc. D'ailleurs, toi, ça part aussi de l'alimentation. Absolument, ça part de la cantine. Parce qu'à un moment donné, même si on ne te laisse pas forcément te battre pour ton enfant, quand ton enfant, tu le vois traité de la sorte, bah évidemment que tu cherches à t'organiser. Donc, en réalité, ça n'empêche pas les parents de s'organiser. Non, mais ça entrave l'organisation. Moi, c'est ça que j'ai essayé de montrer, c'est que lutter, on va lutter. On essaie de lutter, on essaie de faire ce qu'on peut parce qu'on n'a pas le choix. On va pas, encore une fois, on ne va pas laisser nos enfants être désenfantisés, ne pas être traités comme des enfants. On veut que nos enfants puissent avoir leur vie d'enfant, puissent jouer, etc., être tranquilles. Mais simplement, voilà, il va y avoir 1001 entraves pour empêcher, pour entraver, pour disqualifier, pour diaboliser, etc. Ouais. Ce qui est sidérant, c'est que toi, du coup, c'est justement par rapport à l'alimentation, tu t'inquiètes par rapport à tes enfants, tu rejoins un syndicat qui va refuser et c'est ça qui va donner naissance au Front de Mer. Est-ce que tu peux revenir sur ce cheminement, justement? Qu'est-ce qui t'amène à créer le Front de Mer et comment aujourd'hui ça s'organise? Parce que qu'est-ce qui diffère du coup du Front de Mer, des syndicats classiques et comment tu arrives justement à faire bouger un peu les lignes avec collectivement? Alors déjà, tu l'as très bien dit, c'est parce que je viens avec une question. Alors il se trouve que c'est l'alternative végétarienne, mais je vais y revenir. En fait, ça aurait pu être n'importe quelle question égalitaire. Voilà, une revendication égalitaire. Il se trouve que c'est la cantine, effectivement, l'alternative végétarienne. Donc je viens avec ça dans une organisation majoritaire, la FCPE, qui n'est pas un syndicat. C'est une association, c'est une fédération d'associations. Bon. Je viens avec cette question, vraiment la marguerite à la bouche, quoi. C'est vraiment une question tranquille, la cantine, c'est à la maternelle, donc tu vois, c'est pas l'OTAN, c'est pas Game of Thrones, c'est un truc tranquille, c'est tranquille. Et l'enfant est petit, je viens en tant que mère concernée, donc je viens pas avec mes gros sabots militants, idéologiques, voilà, c'est vraiment, voilà, je veux le bien de mon enfant, je suis pas un homme barbu, je suis pas, voilà, il n'y a pas tous ces clichés, voilà, qui existent et qui disqualifient les parents, souvent les parents musulmans, les parents non blancs des quartiers populaires.
Je suis plutôt bien sous tout rapport, on va dire. Voilà. Et d'ailleurs, je suis plutôt bien accueillie au départ. Mais alors, dès lors que je pose la question égalitaire, égalité de traitement, la question qui consiste à dire j'aimerais que ma fille, déjà, puisse avoir accès à un repas équilibré. Qu'elle mange de la viande ou pas. Voilà, ne rentrez pas dans ce débat-là. Ce n'est pas un débat sur la laïcité ou sur le halal ou quoi que ce soit. Hein. C'est simplement la possibilité pour les parents de choisir pour leur enfant un plat avec des protéines végétales et pas des protéines animales. Donc, un truc assez technique. On n'impose rien à personne, c'est simplement l'alternative, c'est donc un choix. Et évidemment que ça a été perçu comme une revendication égalitaire, avec cette idée que, oui, c'est vrai que ce n'est que la cantine. C'est vrai que c'est pas l'OTAN. C'est vrai que c'est pas Game of Thrones. Mais avec ces gens-là, parce qu'on a très vite deviné la militante derrière le parent que je suis, avec ces gens-là, tu leur donnes ça, ils prennent ça. Ce qui est vrai. C'est vrai que nous, tu nous donnes ça, un petit peu d'égalité. En fait, tu conscientises sur tout le système discriminatoire et injuste, etc. Et nous, on le sait. Et en face, on le sait aussi. Et ça a été rejeté. L'ambition d'égalité a été rejetée. Et c'est parce que ça a été rejeté au sein de la FCPE donc, que j'ai dû quitter. Alors, beaucoup de parents auraient, je pense, arrêté. Mais moi, c'est ce que j'ai dit pour commencer. C'est parce que je suis déjà militante que j'arrive à passer le cap de ce sentiment d'impuissance et de résignation, en fait. Quand on me disqualifie pendant des réunions, où on me dit que je suis islamiste, communautariste, etc. Ça fait mal. C'est vrai que, surtout sur des questions qui ne sont pas encore politiques, la question de l'alternative végétarienne en 2016, parce qu'on est en 2016, ce n'est pas encore une question politique. La question des mères comme sujet politique, en 2016, ce n'est pas encore une question politique. Donc, je ne peux pas encore m'appuyer sur une boîte à outils antiraciste ou féministe, par exemple, pour venir en me disant « non mais ». Ça, ce qui est en train de se passer, c'est classique et j'ai les outils pour faire autre chose. Donc, il y a quand même un moment comme ça de balbutiement et c'est normal de fragilité, de vulnérabilité. Mais parce que je suis militante antiraciste déjà, j'ai quand même ce réflexe de « attention, il ne faut pas que je me laisse isoler avec mes problèmes, en fait, qui ne sont pas encore politiques, mais que je devine être de l'ordre de l'injustice. » Parce que c'est leur but, d'isoler. Absolument, d'isoler, de disqualifier, et puis de t'enfermer chez toi, pleurer dans ta salle de bain. Quoi. Et parce que je suis militante, oui, je me dis, en fait, certainement qu'il y a d'autres personnes qui ont le même problème que moi. Bon, ben, on va les frapper aux portes et on va voir effectivement qu'on est plus nombreuses que ce qu'on croit et on va faire quelque chose de collectif parce qu'évidemment voilà quand on est dans une organisation collective c'est quand même plus il y a plus de chances d'aboutir à des solutions pour tes propres enfants. Maintenant, voilà, c'est quand même important de dire que souvent, les militants antiracistes, les militants des quartiers populaires, essayent d'abord dans les organisations majoritaires. Je veux dire, je ne me suis pas levée un matin en me disant « je vais créer un syndicat, une organisation minoritaire » où il y aura que des personnes non blanches, que des femmes non blanches, que des femmes musulmanes. Voilà, c'est pas ça parce que tu te dis, il y aura pas d'argent, il y aura pas de réseau, il y aura pas de pouvoir, on va se faire attaquer évidemment du début à la fin. Donc évidemment qu'on va pas vers ça d'entrée de jeu. Si on va vers ça, c'est parce qu'on y est obligé. C'est parce qu'en fait l'organisation majoritaire n'a pas voulu prendre en charge cette question d'égalité de traitement. Et en plus, sous couvert de laïcité, à chaque fois. Voilà, mais ça fait partie des tours de passe-passe, justement, pour disqualifier, pour brouiller les pistes aussi. C'est-à-dire que là où moi, je suis venue avec une question et une perspective écologiste depuis le début, c'est-à-dire que ne sortez de ma bouche que des enjeux notamment environnementaux ou liés à la condition animale. Alors, je me souviens que je mobilisais beaucoup à l'époque de manière en plus vraiment chiffrée, documentée. Quoi. Je venais avec des gros dossiers là, de l'Organisation mondiale de la santé. Manger plus de 2 fois par semaine de la viande, c'est considéré comme de l'empoisonnement en fait. Donc, tu vois, il y avait évidemment la question de l'impact des élevages industriels sur le dérèglement climatique. Il y avait la question évidemment de la maltraitance animale dans les élevages industriels, etc. Donc, moi, je venais avec ça. Et alors, ce qu'on entendait, ce qu'on faisait mine d'entendre, en tout cas quand je parlais ainsi, c'est la question du halal et la question de la laïcité. Bon, voilà, après, je ne me suis pas laissée faire. Et à chaque fois qu'on parlait de halal ou de laïcité, je refusais ce débat-là et je revenais. J'essayais d'imposer la question écologiste et on a essayé ensuite collectivement avec le Front de Mer, aussi en travaillant avec des organisations écologistes. Tu vois, c'est aussi stratégiquement avec quelles organisations on a décidé de travailler. Nous, on est vraiment partis sur l'écologie, justement pour ne pas tomber dans le piège et ne pas se laisser enfermer dans ces questions sans fin, en fait, où tu gagnes jamais.
Les questions de laïcité, tu ne gagnes jamais. Voilà, c'est un Parce que de toute débat. façon, chaque année, ils reviennent là-dessus. On l'a vu avec Absolument. l'abaya. Bien sûr, quand tu vois qu'ils sont prêts à interdire ce qu'ils ont appelé le burkini, d- mais dans l'océan, J'avais oublié cette histoire. dans l'océan, je veux dire dans la nature, c'est pas dans l'espace public, pas à la préfecture, tu vois, pas au sein de l'éducation nationale, dans la mer, tu vois, avec les poissons. Ils sont venus surveiller et ils ont mis des PV sur la plage. Donc quand tu vois ce degré en fait qui peut paraître un degré d'irrationalité, bon, moi je suis jamais d'ailleurs entrée dans ces débats-là, j'ai toujours essayé de contourner, et alors même qu'il y aurait un sujet en réalité. Et en plus, en même temps que le fond raciste de ces mesures, il y a aussi toujours ce truc, ils mettent la question de l'abaya dans le débat public au moment où on pose aussi des questions aussi sociales, économiques. Alors, voilà, il y a les deux. Tu as raison, il y a une stratégie qui consiste à jouer la diversion, ça c'est vrai. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi dans le système, comment on va aller mobiliser en fait des préjugés, des représentations qui visent à continuer à discriminer alors les musulmans, puisqu'on parle de laïcité en fait en réalité d'islamophobie. Mais alors ces musulmans en question, ce sont aussi plutôt des personnes non blanches, ce sont plutôt des personnes qui vivent dans les quartiers populaires. Ils sont plutôt des personnes qui sont de classe ouvrière. Donc, et elles subissent vraiment des violences et des discriminations. Elles ne servent pas juste d'épouvantail pour faire diversion par rapport aux vraies questions sociales. Tu vois, la question de l'islamophobie, c'est aussi une question sociale qui se traduit par une dégradation des conditions matérielles d'existence. Tu as parlé de l'abaya. L'abaya, oui, ça va viser des élèves qu'on va stigmatiser, qu'on va harceler, qu'on va traumatiser. Ça aura des conséquences sur leur travail, leur scolarité, sur leur orientation, sur le métier qu'elles pourraient exercer ou pas. Donc, tu vois, c'est aussi une question sociale en réalité, l'islamophobie. Mais effectivement, c'est les deux, diversion et prolongement de l'oppression que subissent déjà les musulmans. Il y a... Quand on parle de la puissance des mers, quand j'ai lu La puissance des mers et puis aussi par la suite Pour une écologie pirate, il y a à chaque fois quelque chose qui traverse ce que tu écris, c'est la question de l'imaginaire et la question aussi de puiser dans des récits collectifs. Tu parlais de la place Vendôme et tu parlais aussi de la nécessité de puiser dans l'histoire familiale et donc dans aussi les mouvements de résistance passés. Et moi, quand j'ai lu tes ouvrages, même le dernier, Rue du Passage, j'ai pensé aussi beaucoup au travail qu'avait fait Alice Zénitaire avec L'Art de perdre. La nécessité à chaque fois de reconstituer un fil qui nous relie à notre terre, à notre histoire personnelle. Et c'est pas toujours facile. Et même, en fait, aujourd'hui, quand on est élève, ce qui est fou, c'est que en France, il y a une histoire coloniale, mais on n'étudie pas, par exemple, Kadhabi Yassine, on n'étudie pas Chinua Achebe, tout ça. Et justement, est-ce que tu peux revenir sur cette nécessité-là de construire un imaginaire ? Comment, en fait, cette question de l'imaginaire, elle est nécessaire pour s'organiser collectivement, pour lutter contre des oppressions, pour lutter contre l'imaginaire aussi colonial que tu évoques dans ces trois ouvrages ? Oui, pour être fier déjà. En fait, la question, avant même de s'organiser politiquement, c'est comment on devient, on est fier de ce qu'on est, de ce que sont nos ancêtres, nos parents, fier de notre culture, de nos langues, de notre religion, etc. C'est d'abord une question de fierté. C'est comment on va aller chercher de la fierté, en fait. Tu vois, typiquement, alors sur la question de l'écologie, par exemple, tu vois, le débat écologique tel qu'il est posé mobilise des imaginaires, un référentiel, des références culturelles, artistiques, etc. Ou le débat majoritaire, j'entends, où lorsque tu cherches à y participer, tu peux avoir l'impression que, en fait, tu arrives nu. Tu arrives sans rien, en fait. Sans parents, sans ancêtres, sans lutte, sans victoire, sans rien. Tu vois, l'écologie, année zéro pour les quartiers populaires, pour l'immigration, pour les personnes non blanches, etc. Dès lors que tu fais effectivement ce travail pour aller chercher, en fait, de la terre, des luttes pour libérer la terre, qui a été spoliée, et tu qualifies ces luttes de libération de la terre d'écologistes, tu vas aller chercher des figures qui ont pu parler en fait de la terre, de la nécessité de la libérer, etc. Alors, pas forcément en tant qu'écologiste, c'est pas ainsi que ces personnes se présentaient, mais
toi, tu peux mettre des lunettes écologistes pour lire finalement ce que disent ces personnes dans une perspective écologiste. Et par contre, tu vas dire, mais Thomas Sankara, en fait, ce qu'il dit à ce moment-là, mais c'est éminemment écologiste. Tu vois, tu vas aller chercher voilà, des luttes, encore une fois, qui ont été gagnées, les luttes anticoloniales. Voilà, elles font partie des grandes luttes de sortie du capitalisme, elles font partie des grandes luttes de libération de la Terre. Bon, elles ont été gagnées. Et ce n'était pas une mince affaire de se libérer, pour ce qui concerne le continent africain notamment, de la férocité coloniale. Tu vois, tu vas aller chercher toute cette beauté, en fait. Et tu dis, voilà, aux personnes concernées, donc aux personnes notamment qui vivent dans les quartiers populaires, aux personnes immigrées, aux personnes non blanches, aux personnes musulmanes, etc., qui vivent dans l'Hexagone, tu leur dis, voilà, quand vous venez autour de la table, pour participer à ce débat, le débat écologiste, en fait, vous n'arrivez pas nus, vous arrivez armés. De cette fierté-là, en fait. Vos parents n'ont pas baissé la tête, vos grands-parents n'ont pas baissé la tête. C'est pas comme ça. Il ne s'agit pas de personnes simplement dociles qui se sont réduites elles-mêmes à leur force de travail, qui sont juste venues pour reconstruire la France ou pour libérer la France. Voilà, ce sont des personnes qui ont travaillé à leur propre émancipation et qui ont travaillé à votre propre émancipation. Et vous pouvez vous en enorgueillir. Voilà, vous pouvez en être fier. Tu n'arrives pas armé de la même manière, tu ne parles pas de la même manière, tu ne prends pas la place de la même manière. Tu te dis, voilà, moi je suis ici chez moi en fait, sur cette question-là et sur toutes les questions de libération et d'émancipation. Donc il s'agit déjà d'aller fabriquer presque de la fierté sur la base, oui, de ce que nous sommes, sans dire que c'est... D'ailleurs, tu vois, sans idéaliser, par exemple. Tu vois, il y a tout un discours ces dernières années qui vise à héroïser les personnes, notamment les Chibani. Alors, c'est ce qu'on appelle les Chibani, les vieux hommes immigrés. Voilà, eux qui ont été si maltraités au moment où ils étaient là dans les usines. Et voilà, là, tout à coup, on les survalorise, je trouve, mais de manière individuelle. Et je soupçonne là une manière aussi de pointer du doigt, justement, le manque de docilité de leurs enfants et petits-enfants. C'est une manière de dire, mais regardez, vous qui faites n'importe quoi aujourd'hui, regardez votre ancien. Un problème, voilà, votre père, votre grand-père, lui, il est venu, il était bien sous tout rapport, il a travaillé à l'usine, pendant 40 ans, il s'est jamais plaint. Voilà, lui, ce qu'il voulait, c'est que vous réussissiez, etc. Et c'est comme ça que vous le remerciez, c'est comme ça que vous remerciez sa mémoire. Bon, il y a un truc comme ça qui est un peu louche. Et d'ailleurs, c'est pour ça que dans Rue du Passage, moi, j'ai pas voulu héroïser, en fait. C'est vraiment, moi, ce que je valorise dans le livre, c'est la communauté. C'est en fait en réalité le quartier. D'où la rue du Passage. Voilà, exactement, c'est le titre. Moi, je vise pas telle ou telle personne pour dire à quel point nous sommes magnifiques à titre individuel. Non, ce qui est magnifique, c'est l'organisation communautaire. C'est comment l'organisation communautaire, l'organisation du quartier. C'est comment en fait des gens qui ont été coupés d'eux-mêmes, de leur famille, de leurs parents, de leur terre, etc., les exilés. C'est pour ça aussi que tu as fait le choix des années 80 et pas de faire des jeux... Voilà, parce que de toute façon, il se trouve que ce temps dont je parle dans le livre, en réalité, il est révolu. C'est vraiment les années 80 où on est vraiment encore dans une période où les immigrés exilés pensent encore... moins, mais ils pensent encore qu'ils vont retourner sur leur terre d'origine et ils continuent à s'organiser, oui, comme des gens qui vont retourner sur la terre d'origine et qui doivent maintenir en fait du lien avec là-bas, avec les pays, justement les pays d'origine, du lien entre voilà, donc ils continuent à chercher à faire vivre ce lien, oui, communautaire qui est territorial, encore une fois. La communauté, c'est le quartier. Et oui, et il ne s'agit donc pas de dire telle ou telle personne voilà, c'est sacrifié et que tous nos pères, toutes nos mères voilà, ont été magnifiques. Voilà, c'est un discours qu'on entend de plus en plus. Voilà, de plus en plus, aussi, parce que... Mais en fait, j'ai l'impression que, là, en regardant un petit peu ce qui se passe, que tout ce discours qui a visé à rendre exceptionnel, à nous rendre exceptionnels, tu vois, à nous isoler en fait. Si toi, tu as réussi à devenir ministre, avocat, médecin, etc., c'est parce que tu es exceptionnel. Tu n'es pas comme eux, là, dans les quartiers, en fait. Voilà. Il y a ce discours autour de la méritocratie, de l'exceptionnalité, etc., qui a visé plutôt voilà, la personne qu'on a en face. Et j'ai l'impression que ça s'est déporté sur les parents. En fait, ton parent ou ton grand-parent, il peut être reconnu par la nation, par l'institution française, dès lors qu'il est exceptionnel. Il n'est pas comme les autres, en fait. Tu vois, donc, et c'est pour ça que moi, vraiment, je voulais éviter ça. Je voulais éviter, en fait, de trop en faire.
Voilà, parce qu'il n'y a pas de raison, en fait. Il y a des gens violents dans les quartiers, comme il y a des gens pas violents. Enfin, je veux dire, il ne s'agit pas, encore une fois, d'idéaliser ou de survaloriser. Moi, j'ai vraiment voulu, justement, ne pas isoler les individus et parler d'un fait communautaire. La fierté dont je parle dans le livre, ou la joie dont je parle dans le livre, ce n'est pas une fierté individuelle, c'est une fierté communautaire. On retire la fierté du fait que ces gens-là, qu'ils soient gentils, ou encore une fois, qu'ils soient gentils, méchants, mauvais, bons, etc., c'est pas la question. Mais ces gens-là, collectivement, ont permis à leurs enfants de s'émanciper et on peut en tirer une grande fierté. Je pense que ça peut nous faire, déjà, nous faire sentir mieux. Tu vois, on a besoin de ça aujourd'hui. Moi, je pense qu'on a besoin de se souvenir de ça, en fait. Surtout quand les imaginaires sont des écrans et on oublie, en fait, on occulte des choses qui se sont passées avant, en fait. Alors, tu vois, d'ailleurs, les entrées du livre, c'est une entrée par métier, en réalité. Tu vois, les personnages, en fait, n'ont pas de nom. En fait, ils sont nommés à travers le travail qu'ils et elles font, à travers le métier qu'ils exercent, qu'ils et elles exercent. Et je voulais insister là-dessus parce que, tu vois, sur les métiers dont je parle, j'ai dû les inventer, en fait. J'ai pas inventé le métier, pardon. J'ai inventé le nom qui les qualifie. La doseuse d'épices, la cafetanière. Voilà, la doseuse d'épices, la cafetanière, le sans-papier du papier peint, le prof espion. Enfin, ce sont des métiers qui n'existaient pas nommés comme tels. J'ai dû faire un travail, en fait, de mémoire, pour le coup. Et même simplement de regarder mon passé différemment, en fait. De me dire, mais le travail, c'était pas simplement le travail à l'usine. Dans le quartier, il y a des gens qui travaillaient pour la communauté, qui étaient utiles pour la communauté et dont nous-mêmes, en fait, on n'a pas qualifié le travail. C'est-à-dire que tu demandes aux gens, aux personnes qui ont traversé ces années 80, de près ou de loin, dans l'immigration, dans les quartiers populaires. Ça, je l'avais déjà testé à l'époque où j'avais écrit le premier texte, Le passeur de cassettes, qui est un vieux texte, en fait, un peu hommage, et c'est ce qui m'a donné l'idée de faire le livre. Tu leur demandes, mais oui, alors comment, en fait, d'ici d'Europe, on communiquait avec le pays d'origine, le Mali, le Sénégal, le Maroc, l'Algérie, etc. En fait, ils vont pas te dire « Ah, mais c'est parce qu'il y avait un passeur de cassettes, c'est comme ça qu'on communiquait. » Tu vois, parce qu'on a oublié, en fait. Tu vois, d'où l'intérêt, d'ailleurs, de qualifier, de nommer, tu vois, ce travail, de dire, voilà, mais ce travail, il existait, et donc on va le qualifier. Et donc, voilà, il faut aller chercher, en fait, dans nos mémoires, ce qui a été effacé. Et pour moi, voilà, l'hypothèse que je fais, c'est que ça a été effacé par le roman national, par le récit national. On a cherché à effacer ce qu'ont fait ces communautés, et à remplacer ça par, tu vois, j'en rigole un petit peu dans le livre, par un prof, bon, un homme blanc plutôt, tu vois, je pense à Bégodeau, en fait, tu vois. Que j'ai reçu en plus sur ce podcast. Bon, qui est certainement très bien, mais voilà, j'imaginais un prof comme ça, un peu, tu sais, qui a comme ça une sorte de Victor Hugo ou de Molière à la main, qui va dans le 93 et qui, tu sais, qui tend comme ça le livre à des élèves noirs et arabes du 93 et qui, tu vois, par ce geste sublime, arrive à les extraire de la sous-culture, de l'inculture de leur famille, de leur communauté, de leur quartier, pour les amener vers la pensée, vers, tu vois, vers les lumières. Et même lui, en plus, il s'autocritique. Tout à fait. Mais c'est vrai qu'il continue, enfin, comment dire, c'est tenace. Cette histoire de prof qui arrive dans les quartiers, qui n'est pas des quartiers populaires, qui n'est pas de Seine-Saint-Denis, et qui arrive dans les quartiers pour sauver les élèves et faire que ces élèves, tout à coup, fassent de la philosophie, de la littérature, etc. Et enfin, je dis, accèdent aux nuées comme ça. Bon, ça, c'est tenace, quoi. Je veux dire, et parfois, moi, je soupçonne même des personnes qui te parlent de ce prof, donc des personnes issues de l'immigration postcoloniale, des personnes non blanches qui ont réussi d'une manière ou d'une autre et qui te parlent d'un prof. Tu vois, alors moi, il y a une prof de français au collège, un prof de philo au lycée, etc. Moi, j'ai soupçonne vraiment de se mentir, ces personnes-là, de se mentir à elles-mêmes. Peau noire, masque blanc, un peu. Un peu, tu vois. C'est-à-dire que moi, je suis sûre que si vraiment on avait une discussion avec ces personnes-là pour leur dire, mais est-ce que tu es sûre et certaine que ce n'est pas une légende urbaine, que c'est pas à force de nous répéter que l'école nous a sauvés de cette sous-civilisation, de cette sous-culture que sont les langues de l'immigration, l'islam, etc. Est-ce que tu n'es pas sûr que ça n'a pas fini par complètement imprégner même ta mémoire, en fait. C'est un fondement colonial quand on pense à Jules Ferry. Oui, et puis surtout, voilà, parce que des profs, oui, évidemment, nous ont tendu des livres.
Maintenant, ce qu'il faut voir, c'est est-ce que ces livres, c'était pour nous sauver, pour nous donner de la dignité, de la confiance en nous? Jamais. Je veux dire, il n'y a aucun livre qu'on nous a tendu qui visait à valoriser notre culture d'origine, nos pays d'origine, notre terre, notre religion, etc. Jamais. C'était même le contraire. Ce geste, en fait, visait à prolonger la culture du prof et donc la culture de l'institution. Tu vois. Mais ça, moi, j'ai l'impression qu'à force de nous répéter, de nous avoir répété qu'il y avait ce prof, ou alors il y a aussi une assistante sociale, une histoire d'assistante sociale qu'on n'a jamais vue. Tu vois, à force de nous répéter que ces gens-là nous ont sauvés de nous-mêmes, en fait, on a fini, pour certains, par y croire. Et donc, il y a aussi un travail pour dire, voilà, détricotons ces légendes urbaines et essayons de voir, au contraire, ce qu'ont pu faire nos communautés pour nous permettre de nous émanciper, d'avoir confiance en nous. Voilà, essayons de voir, en fait, à quel moment il y a eu de l'affection, de l'amour, de la solidarité, etc. Est-ce que c'était vraiment... est-ce que ça venait vraiment de cette institution ? Par exemple, l'école, mais il n'y avait pas que l'institution scolaire, évidemment, dans les quartiers. Il y avait aussi l'institution policière, par exemple, ou judiciaire. Est-ce que vraiment le rapport qu'on a eu à ces institutions était si affectif que ça, était si aimant que ça, si solidaire? Ou est-ce qu'il ne s'agissait pas d'une distance? Alors l'école, ça a été très utile. Moi, j'ai adoré aller à l'école, par exemple. Et c'est évidemment, ne serait-ce que parce qu'il y avait les camarades aussi. L'école, ce n'est pas juste le rapport qu'on a aux profs. Mais voilà, c'était quand même plutôt... distant, plutôt froid, le rapport à l'institution. Ultra vertical, c'est la discipline, c'est l'ordre. Tu vas aller aux toilettes, tu es obligé de demander 10 fois. Enfin, je veux dire, c'est pas du tout un espace de liberté et d'émancipation, l'école. Et donc, voilà. Donc, si cette confiance en nous-mêmes, cette dignité, cette fierté ne vient pas de l'école, d'où elle vient? Et peut-être qu'elle vient, oui, de nous-mêmes, en fait. Peut-être qu'elle vient déjà de nos parents, ça c'est une chose, mais pas que, des voisins. Donc, c'est pour ça que je parle beaucoup du quartier comme d'une communauté, en disant, mais voilà, comment s'habiller, par exemple. Mais il y avait une personne dans le quartier, un peu femme fatale, parce qu'il y a toujours, dans les quartiers, dans ces années-là, il y avait toujours une femme fatale, cigarette à la bouche, etc. Elle, par exemple, voilà, elle avait un art qui n'existe plus d'ailleurs aujourd'hui, et c'était de la haute couture, en fait, quand on y réfléchit bien, cette cafetanière, donc dont je parle, qui faisait des cafetans. Oui, ce Père Noël, donc c'est vraiment typique, moi, j'ai connu quelqu'un comme ça. Il y a un PACA. Ouais, typiquement un peu maoïste, mais qui infiltre un petit peu la CGT, et qui se met sur un baril, et qui appelle comme ça la révolution, etc. Et qui est ouvrier d'usine, ouvrier de nuit. Il y avait ce passeur de cassettes, j'en ai déjà parlé, le sans-papier, qui n'était pas sans-papier en fait, c'était l'oncle, c'était le cousin, etc. qui vivait en fait à la maison. Il n'était pas dans un collectif de sans-papier. Il n'était pas géré par la CIMAD par exemple. Voilà, c'était quelqu'un de la famille quoi, et qui tombe amoureux et qui se marie, qui fait les papiers, et qui rêve d'aller en Allemagne parce que l'Allemagne c'est mieux que la France à l'époque. Bon bref, il y a des vraies histoires en fait. Une normalité, une quotidienneté. Et c'est peut-être là, dans cette normalité, cette quotidienneté, que finalement on a été puisé, en fait, ce qui aujourd'hui fait ce que nous sommes, quoi. Ce qui est fou, c'est que tu parlais de l'épisode, d'un chapitre de l'ouvrage à l'usine avec le Père Noël notamment. Et ce qui est fou, c'est que aussi ces dernières années, parce qu'avant le Parti communiste était notamment très puissant, il y avait quand même des aspirations. Et aujourd'hui, même ces aspirations-là, on a l'impression qu'elles sont comme éteintes. Et ce que tu montres, c'est que dans l'ouvrage, dans cette nouvelle en particulier, c'est aussi qu'il faut aussi reconstituer une aspiration même à se ressaisir de l'usine. Les moyens de production. Oui, en fait, c'est effectivement, il y avait aussi la volonté. Bon, il y a beaucoup de volonté dans l'écriture, donc on verra si ça, on verra si ça se traduit par quelque chose, par une jolie histoire, quoi. Mais en tout cas, la volonté était là. Oui, c'était de remettre la question ouvrière, de la remettre dans nos récits de l'immigration, en fait, pour dire finalement, là où nous avons grandi, donc ces quartiers populaires des années 80, ces lieux, ce territoire, s'est construit, s'est aménagé souvent autour de l'usine. L'usine était au centre en fait de nos vies et du quartier, parce que nos pères y travaillaient dans cette usine. Et d'ailleurs, il n'y a pas d'usine, on n'est pas là en fait en réalité. C'est parce qu'il y a usine qu'il y a quartier populaire, qu'il y a le regroupement familial, qu'il y a les familles, etc. Donc l'usine déjà, elle est centrale et elle est centrale y compris dans
dans le rythme de la journée. Je parle notamment des ouvriers de nuit, parce que alors là, moi où j'ai grandi, c'était beaucoup d'ouvriers de nuit, beaucoup d'ouvriers immigrés d'origine africaine, voilà, nord-africaine ou subsaharienne, beaucoup nord-africaines à l'époque, qui travaillaient donc de nuit. Et alors le fait de travailler de nuit, forcément, ça a des conséquences sur la vie des enfants, sur la vie des épouses qu'on a fait venir du pays, etc. Ça rythme le quartier, quoi. Et oui, je voulais en fait relier la question de l'immigration et la question et la question ouvrière et ne pas laisser en fait les institutions extraire les immigrés de l'usine pour justement en faire uniquement des personnes qui sont dans une culture, dans une langue, et qui représentent souvent un problème d'ailleurs de culture et de langue, etc. Mais en faisant comme si ils ne faisaient pas partie de la classe ouvrière, tout simplement. Voilà, ces gens-là, ils ont fait partie de la classe ouvrière. Encore une fois, moi par exemple, ce Père Noël, moi, c'est quelqu'un qui a eu une place très importante dans ma vie et qui vraiment était, oui, qui en appelait à la révolution, vraiment. Mais alors, il était immigré. Ça l'empêchait pas d'être communiste, voilà, pour dire clairement qui était ce personnage et quelles étaient ses aspirations politiques. Toujours l'émancipation en arrière-plan, en fait. Ouais, l'émancipation, la libération. Et lui, c'est vrai qu'il en appelait à nous libérer depuis l'usine. Bon, après, c'est pas du tout... L'histoire là, de Père Noël, c'est justement une histoire depuis le regard d'une petite fille. Et c'est une histoire toute mignonne. Hein, il n'y a pas du tout de... C'est pas le grand soir, hein, l'histoire. mais effectivement, il y a quand même... Voilà, je voulais quand même parler de l'usine, en fait. Et qu'on soit dans l'usine et qu'on voit que ouais, l'usine, ça a été important dans nos vies. Avec le patron qui n'est même pas là pour... Oui, qui n'est pas là parce qu'il est en train de manger une dinde farcie. Comme Je vais revenir sur ton ouvrage Pour une écologie pirate et nous serions libres parce que le sous-titre est important. Il est important parce que tu t'appuies sur le manga One Piece et l'imaginaire développé notamment par Eiichiro Oda. Ouais. C'est fou parce que One Piece est le manga le plus vendu de tous les temps aujourd'hui. Il a dépassé Dragon Ball. D'ailleurs, paix à l'âme de Akira Toriyama. C'est une œuvre culturelle majeure et profondément universelle. Et ce qui est fou, c'est que ça touche beaucoup les quartiers populaires. Et je voulais voir avec toi, déjà, pourquoi tu as choisi de t'intéresser à cet imaginaire en particulier, d'où le sous-titre aussi de cet ouvrage. T'en viens même à... Il me semble soit c'était dans la préface, soit dans la postface, je ne sais plus, où tu reviens justement sur cette question de One Piece et comment ça a imprégné les quartiers populaires et comment One Piece peut être une voie d'émancipation pour une écologie qui est souvent... on le voit en plus, après j'allais te poser des questions par rapport à ça, par rapport aux élections notamment qui arrivent, où on a l'impression que c'est une écologie très bourgeoise, et c'est le cas en fait, une écologie qui ignore complètement les classes populaires, et comment One Piece arrive à faire émerger un nouvel imaginaire, quelque chose qui peut embarquer les jeunes de quartiers populaires. Oui, alors l'écologie dont tu parles et dont je parle dans le livre, l'écologie majoritaire, elle ne se contente pas d'être indifférente aux quartiers populaires. Hein. Moi, j'essaie de montrer que ça va plus loin. C'est une écologie qui vise à prendre la place et à disqualifier et à dominer aussi, ne serait-ce que territorialement en fait, où elle se situe cette écologie, plutôt dans les quartiers pavillonnaires, et elle prend le pouvoir et sur les quartiers pavillonnaires et sur les quartiers populaire, quoi. Elle parle au nom de tout le monde, donc elle se contente pas d'être indifférente. Indifférente, tu vois, tu laisses les écologistes, ces écologistes-là, ils font leurs trucs qui servent à rien et ils laissent la place pour faire autre chose, pour faire un truc conséquent. Là, le problème, c'est qu'on laisse pas la place, voilà, et on empêche et on disqualifie et on diabolise. Et j'en parle dans le livre aussi en tant que militante, c'est-à-dire que moi, j'ai eu affaire à ces écologistes-là qui ont diabolisé, qui ont disqualifié, etc. Même si on a gagné quand même à la fin. Mais oui, après... Alors moi, je ne me contente pas pour une écologie pirate, je ne me contente pas d'être critique vis-à-vis de l'écologie, même si, encore une fois, je le suis. Et il y a des manquements qui sont crus. Qu'il faut pointer du doigt et qu'il faut dire pour pouvoir avancer. Moi, d'ailleurs, c'est une partie de ma part, ça, de dire aux champs écologistes, voilà
tout ce qui ne va pas et voilà mes critiques. Et, parce que pour moi, ça permet d'avancer, parce que je suis sincère, je pense, oui, que l'écologie, c'est l'outil de libération, y compris principal, y compris des quartiers populaires, depuis les quartiers populaires. Et oui, je pense que la question climatique, c'est une question qui aujourd'hui doit être centrale pour tout le monde, y compris pour les quartiers populaires. Donc il y a cette sincérité-là, et la sincérité, elle va jusqu'à dire, élargissons le front pour pouvoir l'élargir aux quartiers populaires et à la classe ouvrière. Il faut une autre écologie, quoi. Et alors là où, du coup, je ne me contente pas simplement de cet aspect critique, c'est pour dire ce que pourrait être cette autre écologie. Et c'est là qu'effectivement, je m'appuie notamment sur One Piece, mais en réalité, c'est pas tant pour utiliser One Piece pour dire quelque chose de politique. D'ailleurs, je le dis dans le livre, pour moi, One Piece, c'est déjà une œuvre politique. La preuve, c'est justement son succès. Qui aborde l'esclavage, la Absolument. liberté. Clairement, et de manière explicite. Je veux dire, ce sont les thèmes principaux, tu viens de les donner. L'esclavage, la colonisation, la libération anticoloniale contre l'esclavage. Enfin, tout y est, en fait, la soif de liberté, la solidarité, toute la question de l'équipage, la question de la subsistance. Je veux dire, et c'est pas comme ça entre les lignes. Je veux dire, c'est déjà explicite dans l'œuvre. Donc moi, j'invite tous les gens qui se soucient un petit peu d'écologie, de politique, de libération, etc., à lire One Piece. Il n'y a pas besoin de lire Pour une écologie pirate. Je veux dire, c'est une œuvre en soi. Hein. Encore une fois, moi, c'est important de ne pas utiliser, en fait, la culture des quartiers populaires pour dire non, mais voilà, on va leur faire plaisir aux quartiers. Ils ne connaissent pas La Tour, ils ne connaissent pas André Gortz, etc. On va se mettre à leur niveau. On va prendre du Dragon Ball, on va prendre du Naruto, etc. Et on va le prendre et on va se mettre à leur niveau, pour leur faire passer des vraies idées écolo et pour leur faire passer André Gortz, dont je parle un petit peu dans le livre. Voilà, il ne s'agit pas du tout de ça. Moi, vraiment, qui est un éco-socialiste, mais qui a complètement occulté aussi... absolument, la question coloniale et la question raciale. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, il ne s'agit pas d'instrumentaliser une œuvre pour plaire, pour avoir un récit à la hauteur des quartiers populaires. Encore une fois, cette œuvre, elle est magistrale. Moi, je suis sincère quand je dis que c'est vraiment du génie, y compris du génie politique, et que voilà, elle doit être lue en tant que telle. Non, moi, c'était plutôt pour aller chercher dans justement le succès et l'amour qu'on peut avoir, que je peux moi-même avoir pour cette œuvre, One Piece, aller chercher ce sentiment d'être emmuré, et cette soif de liberté. Moi, je trouve que c'est emblématique de ça, en fait. L'attachement qu'on a pour certains personnages de One Piece, et pour l'histoire, et pour et puis pour le One Piece aussi. Au final, c'est quoi ce trésor à la fin, etc. Moi, l'hypothèse que je fais, c'est que ça va être une libération pour tout le monde, une libération collective, etc. J'espère que ça va être ça. Cette hypothèse, en fait, j'essaie d'analyser pour dire, mais voilà, en fait, ce qui nous plaît là-dedans, ce sont nos conditions de vie, en fait, où on a l'impression oui, on peut s'identifier à ces personnages qui veulent devenir pirates, qui veulent prendre l'océan, qui veulent prendre la mer, etc. Parce qu'on vit dans des endroits souvent où il y a 1000 murs, où on est vidéosurveillé, où il y a la police, où l'institution est là oppressante, disqualifiante, etc. Et en même temps, il y a aussi... dans l'identification, oui, cette soif de liberté, quoi, en disant, voilà, on va partir, on va s'organiser justement en collectif, en équipage, donc, et on va tout casser, on va tout brûler, bon, ça c'est le côté pirate, bon, c'est pas pour rien que je l'ai appelé l'écologie pirate, hein, c'était pour assumer aussi ces modalités révolutionnaires, quoi. Et je pense que c'est ça que j'ai plutôt voulu aller chercher dans One Piece, c'est plutôt une analyse de ce qui existe déjà. Encore une fois, de cette identification, et sur le sentiment d'être opprimé et l'oppression, et sur la volonté de se libérer, quoi. Et ça passe aussi par... tu parlais du fait que cette écologie populaire, c'est aussi l'idée de sortir de ces murs, d'aller au-delà des murs. Et tu évoques notamment dans l'ouvrage le fait que l'État a toujours organisé les quartiers sous forme de zones. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur comment se réapproprier la terre et dégager cette notion de zone ? Oui, alors déjà, dire terre et pas territoire. Et pas zone, justement. Et ça, c'est vraiment avec l'écriture. Hein. C'est au moment d'écrire La puissance des mers, d'ailleurs, que t'ai dit, vraiment... il y a un truc. Oui, il y a un truc autour de la terre. Moi-même, j'avais du mal à dire terre pour parler des quartiers populaires. Je disais territoire. J'ai travaillé longtemps à la politique de la ville, et donc moi, je disais même zone. Je disais ZUS, ZEP, ZEP, REP+, enfin, tous ces parce qu'en plus, ils ont changé entre-temps. Ils ont changé, mais alors, justement, et il y a une fonction à ça. Hein. Ces sigles, c'est justement pour ne pas dire la terre. C'est pour dire la zone administrative qui est gérée de manière quasi policière, quoi. Quand on ne qualifie pas la terre que tu habites de terre,
Mais quand on la qualifie de manière administrative et encore une fois policière, bon, ça empêche aussi le possible ancrage. Ça, oui, par définition, ça te désancre. Et oui, et moi-même, en fait, j'ai dû faire un travail, oui, de réflexion et un travail d'écriture pour arriver jusqu'à la terre, en fait, pour me dire, mais en fait, là où on vit ici, là où grandissent nos enfants, c'est déjà, c'est une terre, même si on ne la voit pas. Effectivement, c'est la terre la plus bétonnée, ce sont les sols les plus artificialisés de l'Hexagone, ce sont ceux des quartiers populaires, c'est là où il y a le plus de parkings, d'échangeurs autoroutiers, de data centers, donc vraiment de centres commerciaux, etc. etc. Donc effectivement, la terre, on ne la voit pas, mais il faut quand même la qualifier comme telle, c'est une terre. Et c'est aussi avec ce travail de réflexion et d'écriture, et le travail militant, aussi le travail politique, que je me suis rendu compte que ce qui nous définissait le plus et le mieux, nous qui habitons dans les quartiers populaires, c'est le fait de ne pas avoir de terre, d'être désancré, de vagabonder comme ça, d'errer. Alors, il y a une double absence, comme disait Abdelmalek Sayed. Absolument. Alors, j'ai essayé d'aller chercher ça dans Rue du Passage. Ce sont ces années 80 où je l'ai dit tout à l'heure, il y a une hésitation. On n'est ni d'ici ni de là-bas. Peut-être qu'on va retourner là-bas, mais on voit bien que les enfants grandissent ici. Donc, bon, c'est un ce qu'on ressent beaucoup espoir. quand on est métis, perso, c'est ce que je ressens à Voilà. chaque fois. Un truc comme ça dans l'entre-deux qui a été organisé. Cet entre-deux, c'est vraiment les frontières, dans les années 70-80, qu'on durcit, Frontex. On a été cassé comme ça des familles, des villages. Parfois, dans la même famille, tu as des gens qui étaient légaux, des gens qui étaient illégaux, quoi. Enfin, je veux dire, ça a été organisé, tout ça. Mais on a pu en dégager une certaine forme de fierté, en fait. Nous, on n'est pas d'ici. Voilà, nous, on n'est pas la France, c'est pas notre pays. Notre pays, il est là-bas. Enfin, il y a un truc aussi qu'on a pu, nous, en fait, oui, dont on a pu sortir une certaine forme de fierté. Et voilà. Aujourd'hui, en fait, l'hypothèse aussi du livre, la proposition du livre, c'est de dire, voilà, est-ce qu'on n'essaierait pas de s'ancrer dans cette terre-là, parce qu'on n'a pas le choix en fait. Sans terre, on ne peut pas faire de politique, on ne peut pas se défendre, on ne peut pas s'organiser politiquement, c'est pas possible, on ne peut pas rester hors sol. Ces luttes n'existent pas, les luttes hors sol n'existent pas, en tout cas elles n'aboutissent à rien. On a besoin de s'organiser sur les terres que nous habitons, qui se trouvent être les plus ravagées, d'où la question écologiste, et qui sont habitées par des personnes qui sont sous-humanisées, déconsidérées. Donc notre sort, le sort de nos enfants, est complètement lié au sort de la Terre. Et donc, il faut pouvoir penser la Terre, en fait, et penser notre ancrage, et pas simplement dans les pays d'origine, parce que ça, quand même, ça existe, l'amour pour la Terre d'origine, souvent, mais il faut penser l'amour pour la Terre qu'on habite ici, donc l'amour pour les quartiers populaires, mais vraiment un amour sensible, quoi. Et donc, voilà, donc déjà, dire que, voilà, je pense que ce qui nous définit, c'est d'être sans terre, et donc que ce qui doit définir notre projet politique, c'est l'ancrage territorial. C'est toute la question, donc, vraiment, des quartiers populaires en tant que territoire de résistance, de lutte, quoi. À un moment où... avec les réseaux sociaux, et puis oui, avec des luttes qui sont plus hors sol, on peut paradoxalement en fait soi-même se désancrer encore davantage. Moi, j'essaie de proposer de faire un peu marche arrière et de dire voilà, est-ce qu'on n'irait pas se prendre de la force dans la terre qu'on occupe déjà, qu'on habite déjà. C'est vrai que les réseaux sociaux peuvent nous faire oublier la terre aussi dans laquelle on est. Ouais, une terre qui est pas terrible en plus. Tu vois, il y a ça aussi, c'est qu'en fait, là où c'est difficile, moi j'entends, parce que depuis que Pour une écologie pirate est sorti, voilà, il y a eu pas mal de débats, et notamment dans les quartiers populaires, autour de cet ancrage territorial, de ce nécessaire ancrage territorial. Et on a pu me dire, mais voilà, les quartiers populaires, moi, si je peux, je pars. Et ça, je l'entends. Moi, je comprends que quelqu'un qui a des enfants qui vit dans les quartiers populaires, aller à 99%, dans 99% des cas, c'est quelqu'un qui veut partir parce qu'il veut sauver son enfant, il ne veut pas sacrifier son enfant. Ce sont les territoires où les écoles sont les moins dotées financièrement, où il y a le plus de profs absents, où tu peux être quasiment sûr que ton enfant il rentre là-dedans, il sort avec un retard scolaire. Et ça, c'est quasi automatique. Qui veut ça pour son enfant ? Je veux dire, c'est l'endroit, les quartiers populaires, où tu respires le moins bien, où il y a le moins de beauté.
la beauté, juste un peu d'arbres, un peu de verre, un peu de fleurs, un peu de... Voilà, c'est l'endroit où il y a le plus de pollution, en fait, et atmosphérique, et visuelle, et olfactive. Et donc, voilà c'est Et une puis, il est chose toujours pointé du doigt aussi. qui est diabolisée absolument. Donc, c'est toutes les discriminations qu'on connaît par rapport au territoire, effectivement. Donc, voilà, c'est difficile, en fait, de vouloir s'ancrer dans une terre qui est laide. Voilà, il faut dire les choses. Maintenant, moi, ce que je dis, c'est qu'on ne va pas tous pouvoir partir, quitter les quartiers populaires, en fait. On ne va pas tous pouvoir aller comme ça dans les campagnes, acheter des maisons secondaires. Voilà, ça va être possible pour une toute petite partie de la population qui vit dans les quartiers populaires, plutôt la population la plus classe moyenne, on va dire. Et c'est vrai que voilà, c'est pas homogène dans les quartiers. Il n'y a pas que la classe ouvrière, il y a une petite classe moyenne aussi. Cette petite classe moyenne, oui, elle peut partir. Et elle peut faire du contournement de la carte scolaire, elle peut être comme ça dans des stratégies individuelles. Mais pour la masse, le seul salut, c'est la stratégie collective. Et pour moi, la seule stratégie collective qui sera gagnante, c'est celle qui va consister à vraiment s'ancrer dans la terre. Moi, je parle par exemple d'une question qui peut paraître éloignée, c'est l'enterrement. C'est de dire, voilà, symboliquement, de dire, voilà, nous, on veut pouvoir créer les conditions pour que nos morts soient enterrés dignement sur cette terre-là, parce que ça va 2 minutes, en fait, le fait de rapatrier les corps dans les pays d'origine. Parce que génération après génération, toi, en plus, tu parles de métissage, par exemple. On fait comment? C'est sur quelle terre? La terre du père, de la mère Enfin, je veux dire, ça devient très compliqué, cette histoire de rapatriement. On l'a vu d'ailleurs pendant la période Covid, où pendant 8 mois, tu as des gens qui ne savaient pas quoi faire de leurs cadavres. On sait qu'il y a une surmortalité Covid chez les personnes non blanches, les hommes non blancs en particulier, les hommes noirs encore plus particulièrement. Il y a des familles qui se sont retrouvées avec des corps, des cadavres, et avec des pays d'origine qui fermaient leurs frontières pendant 7, 8, 9 mois. Et donc, voilà, parce que tout était prévu pour que le corps inutile soit rapatrié sur une terre aimée. Ça, je peux comprendre qu'on veuille être rapatrié auprès de ses ancêtres, mais quand c'est plus possible, et quand tes enfants sont là, et tes petits-enfants sont là, et que tu veux qu'ils puissent se recueillir, il faut pouvoir s'organiser ici pour avoir des cimetières dignes de ce nom, avec un droit fondamental respecté, le droit d'être enterré dignement, quoi. Et ça, c'est pas le cas. Donc voilà, il y a par exemple ce type de lutte, de revendication et de réflexion. Tu as raison, c'est une vraie réflexion, la question de la mort et comment on est enterré, que moi, que je soumets à discussion et à débat. Et c'est ce genre de débat, je pense, qu'ils vont nous permettre de faire cette terre, la nôtre, et vraiment de poser nos valises, quoi. De dire, voilà, c'est et ici puis aussi qu'ils retrouvent dans Rue du Passage, parce qu'il y a aussi cette idée de on a 2 terres, mais comment faire justement cette oui, le lien. Ouais. Voilà, pour moi, les années 80, c'est pour ça que je dis que c'est un temps qui est révolu, parce qu'il y avait vraiment le lien. Tu vois, moi, je fais vraiment partie de cette génération qui passait tous ses étés, donc 5 semaines, les congés payés, 5 semaines au bled. Tu vois, c'était, voilà. Et c'était chaque année, c'était comme ça. L'été, c'était dans le pays d'origine, avec la langue d'origine qui était parlée à la maison, avec quelque chose quand même de relativement bien organisé, bien. Voilà. Moi, j'ai trouvé de la joie. Moi, j'ai trouvé de la tranquillité. Ça n'a pas été quelque chose de traumatisant pour moi, en fait. Cette double attachement. Et à la terre ici, la terre là-bas, et au quartier. Hein. Quand je dis terre, d'ailleurs, attention, c'est pas la France, hein, c'est pas la nation, c'est la terre du quartier. Comme beaucoup, d'ailleurs, de gens qui vivent dans les quartiers populaires, souvent, ils connaissent bien et ils sont attachés à leur quartier. Pas à la nation française. Mais c'est donc la terre d'ici, la terre là-bas, pardon. Et moi, j'ai plutôt bien circulé là-dessus. Voilà, mais je peux plus transmettre ça à mes enfants. Moi, j'ai besoin de dire à mes enfants, voilà, c'est votre quartier où vous avez grandi qui est votre terre aujourd'hui, et c'est là que vous devez vous organiser politiquement, c'est là que vous devez vous défendre avec vos voisins, avec vos copains, vos copines, etc. C'est comme ça que vous allez vous en sortir. Donc, ces années 80, oui, c'est vraiment, encore une fois, c'est une période qui est révolue. Alors, il y a quand même des choses qui, je pense, j'espère, peuvent être utiles par rapport à aujourd'hui. Ce mot-là qui est diabolisé, communauté, qui est disqualifié. Moi, j'ai essayé de le remettre au goût du jour pour dire, en fait, il ne faut pas qu'on se fasse avoir. La communauté, c'est ce qui va nous permettre de nous en sortir, en fait. Il n'y a personne qui va venir nous sauver dans les quartiers. Personne ne va venir comme ça sur son cheval blanc pour nous sauver. Voilà. Ce qui va nous sauver, c'est d'être organisés, en fait, les uns avec les autres, et de refuser de s'isoler les uns vis-à-vis des autres, de refuser la stratégie individuelle. Donc, je l'ai écrit aussi pour ça. Je l'ai écrit aussi pour la suite, comment on peut envisager
moi je dis les mots, hein, le possible accès de l'extrême droite au pouvoir, le fascisme, et qui était déjà là dans les essais précédents. Enfin, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de l'urgence en fait de s'organiser politiquement pour préparer, pour résister déjà, et puis pour préparer, oui, ce qui est quand même très très fort probable, l'extrême droite au pouvoir. Mais c'est aussi pour dire, qu'on n'est pas sur le même temps, en fait. On n'est pas... Voilà, l'immigration des années 80, la situation... Et l'immigration, d'ailleurs, aujourd'hui, et la situation des populations non blanches aujourd'hui, ce sont deux situations qui sont quand même très différentes. Et pour moi, c'est pas du tout la même chose, et notamment dans l'attachement à la terre, et notamment dans ce sentiment que peuvent avoir beaucoup de gens de ma génération, qui consiste à dire, moi, j'ai pu être très, très fière de ne pas être née en France pendant... encore jusqu'à aujourd'hui, j'avoue. Par rapport à mes frères et sœurs, moi, je suis pas née en France, et c'est vraiment, je m'en suis toujours vantée dans la famille. C'est dire, moi, grâce à Dieu, je suis pas née en France. Moi, je suis née dans ma terre, le Rif, le Maroc, etc. Mais ça va plus être possible pour mes enfants. Moi, j'ai besoin de dire à mes enfants, mais pour vous, parce qu'ils sont terre, c'est ici. Et que vous référez. Encore une fois, c'est même pas qu'une question culturelle, hein. C'est vraiment une question politique. C'est que vous ne vous en sortirez pas si vous faites comme nous, c'est-à-dire si vous vagabondez comme ça et que vous n'avez pas d'ancrage territorial, si vous continuez à être des sans-terre, en fait. À un moment donné, il faut une terre. Donc, et ça, je pense que je fais partie comme ça, certainement, d'une génération, d'un mouvement, d'une dynamique où vraiment on pose nos valises par stratégie politique. Pour terminer cet entretien, parce que en plus ça fait le point avec la dernière question que je voulais te poser, parce que il y a Bagnolet qui est toujours là dans ton ouvrage, et ça revient à ce que tu disais sur l'importance d'avoir une terre pour mener des combats politiques, et c'est comme ça qu'est né aussi Verdragon. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, parce que c'est une question que j'avais posée aussi à Bernard Friot, qui était venu nous expliquer aussi les réseaux salariat. Est-ce que tu peux nous expliquer comment fonctionne cette maison d'écologie populaire? Voilà. Oui, alors Bagnolet, c'est vrai que c'est là depuis le début, parce que justement, il y a l'ancrage est important, et que moi, il y a deux quartiers qui ont été importants dans ma vie. C'est là où j'ai grandi, donc l'île Sud, et maintenant où je vis. L'île Sud représente. L'île Sud représente. Qui est, d'ailleurs, c'est la rue du Passage, c'est quand même largement inspiré de l'île Sud en réalité. Avec la mosquée, il y a des choses qu'on peut retrouver, et puis l'usine, etc. C'est vraiment... j'espère que c'est assez symbolique du quartier. Mais oui, effectivement, Bagnolet, parce que c'est là où je milite aujourd'hui, et c'est surtout là où grandissent mes enfants. C'est la seule ville qu'ont connu mes enfants, Bagnolet. Et on avait besoin de terre. En tant que front de mer. Il y avait besoin de s'organiser quelque part. Ça fait quand même partie des principales conditions de l'organisation politique, en réalité, le fait d'avoir un local, un lieu. Pendant longtemps, au front de mer, on a cherché à organiser nos trucs, nos conférences, nos ateliers, des trucs pour nos enfants aussi, pour qu'ils puissent jouer, etc., en demandant, en fait, à ce qu'on veuille bien nous louer ou nous laisser occuper le temps d'une journée ou deux des espaces publics, notamment des salles, les centres sociaux, etc. etc. Et c'est là aussi qu'il y a pu avoir entrave. C'est-à-dire, comme par hasard, la salle, OK, on ne peut pas nous dire non parce qu'on habite là et qu'on vote, etc. Mais comme par hasard, il y a des travaux. Et du coup, on ne peut pas. On aurait bien voulu, mais on ne peut pas. Et comme par hasard, c'est annulé la veille, etc. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de pique-niques végétariens au front de mer. C'est parce qu'en fait, parfois, on avait prévu un truc dans une salle, et puis en fait, la salle était fermée parce que travaux, etc. Et du coup, on s'est dit, bon, on ne va pas annuler, on va aller faire un pique-nique dans le parc. Mais bon, il y a en tout cas cette conscientisation que vraiment avoir un lieu à soi, pour s'organiser politiquement et collectivement, c'est essentiel pour avancer, en fait, pour passer la deuxième en tant que syndicat. Et donc, on a cherché ce lieu, et on nous a proposé des lieux, notamment à Paris. On nous a dit, venez, des gens très gentils. Typiquement, j'en parle d'ailleurs dans le livre, Alternatiba, par exemple, nous avait dit à l'époque, Alternatiba qui avait à l'époque un lieu qui s'appelle La Base à République, à Paris, et qui nous a dit, si vous avez besoin d'un petit coin, il n'y a pas de problème, vous pouvez venir organiser vos temps, vous, si vous voulez venir faire vos réunions, vos formations, etc. Et là, il y a eu cette réflexion de, non, nous, on habite ici, dans le 93. On ne va pas aller à Paris. On ne va pas aller à Paris, parce que même
psychologiquement, en fait, et symboliquement, ça crée quelque chose, en fait, quand tu es d'un quartier populaire, d'aller, de passer le périph' pour aller t'organiser à Paris, et que de toute façon, ce n'est pas possible. Tu t'organises d'autant mieux que tes enfants sont là près de toi. En tant que mère, le Front de Mer, c'est une organisation de mère par définition. On ne peut pas semer nos enfants dans le parc avant d'aller à Paris, à République, pour aller faire de la politique, quoi. C'est que oui, il faut que nos enfants ne soient pas loin. Et donc, on avait besoin d'un lieu, là, en bas d'immeuble, quoi. Et on s'est battu pour l'avoir. Alors, on n'aurait pas pu l'avoir seul, ça c'est sûr, parce que nous sommes une organisation non blanche, de femmes non blanches, et qu'en France, voilà, des personnes non blanches ne peuvent pas avoir accès à des lieux comme ça. Ça, c'est impossible aujourd'hui. Et d'ailleurs, ça n'a jamais été possible, en réalité, une telle autonomie. Et donc, il fallait une stratégie pour avoir accès à ce type de lieu. Au-delà de la stratégie pure, on va dire, il y avait aussi la volonté à l'époque excuse-moi, je suis longue en fait dans l'explication. T'inquiète, pas de souci. Mais il y avait aussi la volonté en fait de donner à voir une autre écologie. Tu vois, de dire, il y a eu une marche qu'on a organisée, Front de Mer, Alternatiba et Comité Adama, en 2020, qui s'appelait, alors c'était Génération Adama, Génération Climat, on veut respirer, pour dire, voilà, alors moi j'avais écrit dans La puissance des mères, en tant que mère, je ne veux pas que mon enfant meure sous le poids de 3 gendarmes, donc c'est l'affaire Adama Traoré, et je ne veux pas non plus que mon enfant meure à cause de l'air qu'il respire aujourd'hui, c'est la question de l'échangeur autoroutier, par exemple, de Bagnolet. Et donc c'était comment, en fait, articuler, lier ces deux questions, donc la lutte contre la pollution et la lutte contre les violences policières. C'est quelque chose qu'on a réussi à faire donc avec cette marche. Et en fait, il y avait le truc aussi de se dire, mais en fait, on a fait des textes, on a fait des pétitions, on a fait une marche déjà, une manifestation qui a été vraiment un succès. Mais comment vraiment on essaye de travailler sur le terrain en fait à cette écologie-là? Vraiment, c'est-à-dire se confronter aussi aux problèmes que peuvent rencontrer deux organisations, une organisation majoritaire, une organisation minoritaire, les problèmes qu'elles peuvent rencontrer, les rapports de domination aussi qui peuvent exister entre ces, et qui font que, en fait, ça capote quand tu rentres dans le dur du concret, quoi. C'est-à-dire que, voilà, encore une fois, les pétitions, les manifs et tout, c'est une chose, mais quand vraiment il s'agit de s'organiser sur le terrain, bon, évidemment que des problèmes, c'est normal, des problèmes apparaissent. Et donc, on voulait essayer ça. On s'était même dit à l'époque, avec les camarades d'Alternatiba, on va, sur 3 ans, parce que là maintenant ça fait 3 ans, ça faisait 3 ans en janvier, on se donne 3 ans pour expérimenter l'échec de l'écologie populaire. C'est-à-dire, tu vois, c'est l'époque aussi où les partis politiques ELV, tu vois, la gauche, etc., c'est l'époque où ils parlaient beaucoup d'écologie populaire, tu vois, parce que c'était tellement creux. C'est tellement nul dans l'écologie il s'approprie pirate. un truc qui... Alors, il s'approprie, mais c'est il n'en garde que vraiment ce qui est de plus superficiel, quoi. C'est, dans le préambule de l'écologie pirate, je parle d'un bravo les pauvres d'être pauvres. Ah voilà, mais dans les quartiers populaires, dans la classe ouvrière, c'est des gens, ils sont écolos, ils font pas exprès parce qu'ils gaspillent pas. Bah oui, ils sont pauvres. Ils gaspillent pas, ils trient, ils se passent les vêtements d'un frère à l'autre parce que ils n'ont pas le choix. Etc. Donc vraiment, c'est cette sous écologie, quoi. C'est-à-dire que d'un côté, tu as l'écologie des beaux quartiers, et là, on les a cités tout à l'heure, c'est André Gorz, c'est La Tour, etc. C'est des penseurs, sont des penseuses, etc. Les écoféministes, tout à coup, Françoise Daubonne. Donc, ok, ça c'est pour les beaux quartiers. Et puis dans les quartiers populaires, il n'y a pas de penseurs, il n'y a pas de réflexion, il n'y a pas d'analyse, il n'y a pas de projet politique, il y a simplement la force des choses. Tu vois, le fait d'être pauvre et le fait de pas polluer ou de polluer moins, etc. Bon, tu vois, c'était ça à l'époque l'écologie populaire pour la gauche, pour les organisations écologistes ça majoritaires. vraiment d'un vide, ouais. Un truc nul. Tu vois, vraiment un truc, voilà, un mot valise un peu, une expression valise, un truc creux. Bon. Et donc, voilà, le Vert Dragon, mais comme l'écologie pirate, le livre, c'était aussi pour donner du contenu et du sens et de la complexité et de la force, en fait, à un outil de libération. Une écologie anticapitaliste, antiraciste, internationaliste, féministe, etc. Et d'ailleurs, moi, je remarque que c'est depuis qu'on donne de la force à cette autre écologie, tu vois, aussi avec les travaux de Malcolm Ferdinand, par exemple, sur l'écologie décoloniale, etc. Il y a pas que l'écologie pirate, il n'y a pas que Vert Dragon, il y a d'autres choses aussi qui, ces dernières années, qui ont apporté de la force à cette autre écologie, à cette écologie alternative. Et moi, je remarque que depuis qu'on donne de la force, du contenu, de l'expérimentation, des luttes, et des victoires aussi, parce qu'on en a eu un paquet. Depuis qu'on amène tout ça dans ce qu'on appelle l'écologie populaire, là, tout à coup, tous ces gens qui parlaient que d'écologie populaire,
là, tout à coup, il n'en parle plus. Parce que je crois qu'il y a un peu le truc de dire, mais l'écologie populaire, c'est ça, c'est l'antiracisme, c'est la liberté de circuler, c'est des vrais il y a un trucs. problème, on va laisser de côté ça. Et c'est surtout que ça coûte, et c'est sérieux. Je veux dire, c'est révolutionnaire en réalité, vraiment. C'est pas juste comme ça pour faire semblant, c'est pas juste pour se mousser. Parce que c'est le racisme, ça a un coût et ça bénéficie forcément à d'autres. Alors, typiquement, moi je l'ai vu sur la question des migrants. Tu vois, là où c'est parti et cette gauche, en fait, se contenter vraiment d'un discours nul, pardon, je répète nul parce que c'est le cas, ouais. Tu vois, d'un truc où voilà, il faut faire preuve de comme ça d'humanisme pour les travailleurs migrants sans papier qu'il faudrait régulariser. Donc c'était ultra restrictif. Déjà, c'était pas tout le monde, hein. C'était ceux qui étaient utiles pour les secteurs en tension. Donc voilà, il y avait vraiment 2-3 virgules de différence avec Darmanin en réalité. Tu vois, c'était parce que lui aussi dit ça. Lui aussi dit il faut régulariser les travailleurs qui sont utiles pour les secteurs en tension. Bon, la gauche, elle dit pas grand-chose, hein, en réalité. Elle parle aussi de régulation des flux migratoires, etc. C'est à peu près le même charabia. Quand toi, tu arrives avec une écologie donc internationaliste en disant mais en fait, il n'y a pas de raison que certains soient plus utiles que d'autres, que vous qui allez en Afrique pour aller passer vos vacances et pour aller admirer le coucher du soleil, on ne vous demande pas d'être utile pour le secteur du bâtiment. Et que ces gens-là qui vivent là-bas, eux, quand ils viennent ici, vous leur demandez en fait d'être utiles pour le secteur du bâtiment, de justifier de revenus ici, de justifier de revenus là-bas, de justifier d'un certain espace, etc. Enfin, voilà, c'est une injustice et cette injustice, elle est basée sur une injustice évidemment raciste et elle est basée sur le suprémacisme blanc en fait. Le fait que voilà, d'Europe, on puisse circuler en Afrique et pas l'inverse. Voilà, ça c'est du suprémacisme blanc et c'est tout le système colonial qui existe entre les deux continents. Et donc pour être conséquent, si vraiment on défend, parce qu'on est de gauche, parce qu'on est progressiste, etc., l'égale dignité humaine, il n'y a pas de raison que certains soient plus libres de circuler que d'autres et que voilà, ceux qui circulent librement ne jouissent pas d'une liberté fondamentale, mais d'un privilège qui est racial, qui est de classe, etc. Et donc voilà, pour être conséquent, il faut qu'on puisse travailler tous et toutes sur ce droit fondamental qui est la liberté de circuler. Tous et toutes, je veux dire, par définition, un droit fondamental, tout le monde peut en jouir. Et c'est uniquement à cette condition que nous serons tous libres en fait de circuler. Voilà un vrai truc, tu vois, tu dis voilà, liberté de circulation, parce que ce n'est pas considéré comme un droit fondamental aujourd'hui. Tu peux quitter une terre dévastée. Oui, ça, le droit international te le garantit, mais tu n'es pas garanti d'arriver à bon port. Et d'être accueilli. Et d'être accueilli à bon port. Et donc, voilà, il faut y travailler. Et c'est quelque chose, moi, qui me paraît complètement logique, qui peut paraître logique, de bon sens, en fait. On peut circuler librement et on peut s'installer où on veut. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de frontières. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de passeport, par exemple. Ça, il existe une frontière entre la France et la Belgique, par exemple. Mais on peut circuler librement dans un sens comme dans l'autre. Pourquoi ce n'est pas le cas entre l'Europe et l'Afrique? Pourquoi il y a un truc qui s'appelle Frontex, qui fait qu'il y a des milliers de personnes qui meurent? Carte blanche, qui était publié aux éditions La Fabrique et qui parle aussi de toutes ces questions. D'accord, ok. Et qui parle justement du fait que tout ça, en fait, c'est finalement très récent, hein, l'idée de ne pas faire circuler, c'est pas quelque chose d'évident et qu'il faudrait forcément... Moi, quand je parle de liberté de circulation sans condition, tu as des gens qui pensent que c'est le chaos, la révolution, qu'il y a toujours eu des frontières type Frontex, en fait. Toujours, et ces frontières, encore une fois, elles sont pas réciproques. Non, je veux dire, on peut vivre autrement. En tout cas, quand on prétend défendre l'égale dignité humaine et pas simplement l'amélioration des conditions de vie et le maintien du confort des populations blanches européennes, de classe moyenne supérieure, quand on prétend vraiment défendre une cause universelle, donc encore une fois, l'égale dignité humaine, je ne vois pas comment tu peux faire autrement que de défendre la liberté de circulation sans condition. Mais c'est là que ça a bugué. Moi, j'ai vu que ça avait bugué à ce moment-là. C'est l'écologie anticoloniale, internationaliste, c'est la liberté de circulation. Non merci, on va parler d'autre chose et on va plutôt aller vers un truc... Rénovation des bâtiments. Ouais, rénovation des bâtiments et puis un truc plus libéral, plus autour du développement personnel, enfin tout ce qu'on voit ces dernières années dans l'écologie majoritaire. Je sais pas quoi, Oui, voilà, tous les trucs qui très classe moyenne et très... et encore une fois, qui ne posent pas la question de l'égale dignité humaine et de la nécessaire lutte anticolonialiste, antiraciste, de manière conséquente. Tu vois, parce que c'est intéressant, hein, paradoxalement. Il y a quelques années, on parlait beaucoup plus d'écologie décoloniale et d'écologie populaire qu'aujourd'hui. Mais c'est parce qu'on avance. C'est parce qu'on donne du contenu. C'est parce qu'on ne se contente pas juste de dire écologie populaire pour décorer les scènes, décorer les campagnes électorales, etc. C'est parce qu'on dit, vous voulez parler d'écologie décoloniale et d'écologie populaire, ça veut dire ça concrètement.
Ça veut dire cette lutte-là à mener et ça veut dire cette société à laquelle on aspire et ce projet politique qu'on va défendre. Et c'est parce que on donne donc du contenu que voilà, ces gens-là laissent de la place. Mais ça veut dire qu'il faut continuer. Il faut continuer à venir avec du contenu, avec des choses, avec des luttes, et avec nos mots, avec nos récits, nos débats, etc. Et on va finir par avoir, oui, cette écologie décoloniale, antiraciste, anticolonialiste, internationaliste, conséquente, tu vois, et qu'on va pouvoir proposer à des gens qui défendent autre chose que simplement, encore une fois, le maintien du confort des classes moyennes supérieures blanches européennes et occidentales. On va réussir à créer un espace, j'espère, année après année pour une vraie alternative. Merci beaucoup Fatima Ouassef. Merci pour l'invitation. Et j'invite vraiment tous les auditeurs à lire les 3 ouvrages en fait. Gentil. Parce qu'en plus de ça, il y a une continuité, comme tu l'as évoqué tout à l'heure. Merci beaucoup. Merci à toi.